J'appelle Florence Désert, qui est un membre fondateur, très acteur et sur le volet du tourisme et sur ce qu'elle va nous exposer. Je pense que ça a un intérêt énorme par rapport à ce qui nous attend. Merci Florence. Merci. Il y a une zappette. Je ne sais pas comment elle marche. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, bonjour à tous. Le sujet sur lequel... en fait, le sujet que je veux partager avec vous, mon propos, c'est vraiment sur un... Je me suis dit que quelque chose que j'avais trouvé au travers d'une étude que nous avions commanditée en interne pour Air France pouvait intéresser certains d'entre vous. Peut-être que vous n'y trouverez pas grand-chose. Et puis, pour d'autres, notamment les acteurs du tourisme, je m'étais dit ça peut être intéressant de regarder comment le service à la française est vu par des étrangers, puisque c'est un sujet qui, nous, à Air France, nous préoccupe. Donc, je me suis dit tout simplement que c'était peut-être une opportunité de partager avec vous une chose en particulier, moi, qui m'a intéressée. Voilà. Puis après, vous verrez si ça vous intéresse ou pas, mais tant pis, on verra. Mais voilà. Merci Maryse, j'adore ton enthousiasme toujours. Voilà, ça c'est une petite cartographie de ce que nous sommes, une carte d'identité. Voilà, juste avant d'aborder justement ce fameux sujet du service à la française vu par les étrangers, je voulais juste vous rappeler un petit peu ou vous dire, pour ceux qui n'ont pas entendu les exposés sur ces sujets-là concernant Air France, que bon, nous on est rentré dans une démarche sur l'attention depuis 2011 en fait, au moment où Alexandre de Juniac a décidé de travailler la montée en gamme de nos produits, et il a très vite compris que il fallait mettre 500 millions, plus de 500 millions dans la montée en gamme de nos produits à l'époque. Quand je dis nos produits, c'était toutes nos classes affaires long courrier, mais aussi nos vols moyen courrier, toutes nos cabines moyen courrier. Pour se lancer dans ces investissements-là, on ne pouvait absolument pas laisser de côté le volet culture de service, positionnement de service, relation de service. Et mon prédécesseur, Nathalie Simenauer, a travaillé avec tous les gens concernés et a monté, vous voyez, ce positionnement. Ça a été vraiment co-créé avec aussi Éric Perret sur ce design de service autour de la relation attentionnée. Donc ce souhait toujours, même combien ça fait maintenant, 7 ans après, on essaie de chaque fois progresser, c'est jamais fini, c'est un marathon, c'est jamais terminé. Donc voilà, les 5 attitudes de service, valoriser, personnaliser, avoir le sens du détail, porter attention et oser. Tout ça, ça a été défini par les agents avec l'aide justement du consultant, en l'occurrence Eric et Lionel Meyer, et puis derrière des écritures de signature de service, c'est-à-dire les gestes, les mots très concrets en centre de relations clients, à l'embarquement, à l'enregistrement. Alors je voudrais juste faire ouvrir une parenthèse, à l'enregistrement il y a quand même encore des gens, parce que la photo tout à l'heure m'a effrayée avec des pauvres bornes de libre service. Alors je me suis dit bon, c'est des vieilles bornes, donc la photo doit dater. Parfois c'est vrai que dans un aéroport il n'y a personne, à d'autres moments il y a du monde. Soyez assurés simplement que on est 44 000 collaborateurs encore, et l'idée c'est pas que le digital nous remplace tous, enfin à Air France en tout cas c'est pas du tout l'idée, et que on le fait parfois bien, parfois mal là-dessus, mais par rapport à une low cost, on met du monde. Vous voyez, on a encore embauché 200 personnes au Customer Care cet été. On est 4000 dans les centres de relations clients dans le monde entier, 33 langues. Et ça, c'est pas des machines, c'est des humains qui sont derrière. Et à Air France, la dimension humaine, alors parfois, c'est chaotique. Mais très sincèrement, c'est vraiment au centre de toutes nos actions. Donc voilà, je voulais vous le dire. Maintenant, effectivement, si le client peut faire par lui-même des choses dans la chaîne de service, parfois c'est mal pensé, c'est vrai. Quand je lis le héros, c'est celui qui donne l'accès à un service. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait là le héros. Le héros, c'est celui qui réalise le service. Et tous les services ne sont pas virtuels. Et mon Dieu, on en sait quelque chose, parce que quand vous attendez à la porte, quand vous attendez à la frontière,
entière, hein, pendant parfois une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ça, c'est pas virtuel. Quand vous êtes obligé de sortir toutes vos affaires au poste de contrôle sécurité, c'est pas du virtuel. Quand vous devez embarquer dans un avion, dans une passerelle surchauffée, c'est pas du virtuel, c'est de la vraie vie. Et donc, nous, on a en tout cas la certitude que le digital, c'est une aide, c'est un soutien. Bien sûr, ça change les organisations, etc. etc. Mais in fine, notre rôle, c'est de vous emmener en toute sécurité d'un point à un autre. Hein. Et ça, jusqu'à nouvel ordre, peut-être que ça sera avec des lunettes, je ne sais pas comment, mais pour l'instant, c'est très, très concret. Voilà. Je ferme la parenthèse sur Air France, l'humain et la machine. Les signatures de service, donc, on les a développées un peu partout. Très sincèrement... on a vraiment commencé un petit peu de façon très empirique, pas empirique, non, mais pragmatique. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec les frontlines parce qu'il y avait urgence à l'époque. Donc tous les gens au téléphone, à l'aéroport et bien sûr à bord de nos avions, les hôtesses et les stewards en particulier. Et puis ensuite, petit à petit, on s'est aperçu que c'était intéressant. Et d'ailleurs, il y avait une vraie demande en interne que des services qui n'avaient pas forcément comme clients des clients externes, mais des clients internes, comme par exemple le centre de contrôle des opérations, qui chez nous est en permanence en relation avec les commandants de bord et tous les équipages techniques des 1500 vols qui volent tous les jours sur toute la planète. Et bien par exemple là, de monter un séminaire de relations intentionnées et avec la définition de signature de service, ça avait du sens. Donc petit à petit, on a investi aussi des secteurs, ou plutôt des services vraiment internes, parce qu'on part du principe que la relation intentionnée, ça doit aussi se pratiquer en interne, et c'est vraiment une source d'efficacité très très forte. Et puis, ensuite, quand Nathalie Simenoer a terminé, j'aime pas ce terme, le projet, parce qu'on ne l'a pas terminé justement. On a eu la chance, avec le président suivant, enfin bon, vous connaissez la saga de la gouvernance Air France depuis ces 3 dernières années, c'est assez folklorique. On change en ce moment pas mal de patrons. Mais enfin bon, donc il y a eu un autre président entre-temps, et le projet est devenu une direction. Donc ce qui est quand même un message fort envoyé à l'ensemble d'Air France, du groupe Air France, c'est de dire... La culture client doit s'inscrire complètement dans l'organisation. Donc maintenant, on se projette dans quelque chose de pérenne. Et cette organisation que j'ai eu la chance de diriger dès le début, donc en juillet 2015, eh bien, me donne l'opportunité, avec mon équipe, d'animer la relation intentionnée. On n'a pas changé, hein, on n'a pas changé de positionnement. La compagnie de la relation intentionnée, on est 44 000, donc il faut bien que tout ça s'ancre dans la durée. Vous ne changez pas comme ça un paquebot, vous ne le faites pas changer de direction aussi rapidement. Et en plus, derrière la relation intentionnée, il y a des choses qui nous plaisent et qui conviennent bien à notre industrie et à ce que l'on vend. Donc on est devenu une direction, on anime la relation intentionnée, on travaille aussi sur les outils qui accompagnent cette relation intentionnée. Et ainsi, beaucoup de nos équipes frontline, elles ont maintenant des outils mobiles, des tas de choses mises à leur disposition, on pousse de la data, enfin toute la tarte à la crème que vous connaissez dans d'autres industries, on le fait aussi. Voilà. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et si vous voulez, on a bâti un vrai réseau culture client avec des ambassadeurs, comme ce que vous avez pu entendre dans les précédentes interventions, donc je vais pas m'attarder. On a essayé évidemment au niveau du COMEX d'ancrer, de faire sortir le COMEX de sa vision coût au siège, kilomètre offert ou recette au siège, pour aussi parler du Net Promoter Score, qui a ses défauts et ses qualités, hein, comme KPI, mais néanmoins qui fait rentrer le client au plus haut niveau d'une entreprise plutôt ingénieure. Et assez vite, enfin par la suite, on s'est rendu compte, ça c'était plutôt en début 2016, que dans le fond, si on voulait faire perdurer, ou si on voulait ancrer vraiment cette culture client dans une entreprise plutôt de culture technique, on n'y arriverait pas si les RH ne prenaient pas en main ou n'embrassaient pas ce concept également dans les pratiques managériales. Vous ne pouvez pas dire à un agent soit attentionné vis-à-vis du client si tous les jours votre manager n'est pas attentionné avec vous. Donc ça c'est une évidence, mais encore faut-il que les gens des RH intègrent cette chose-là. Et évidemment on a travaillé sur le parcours salarié comme le parcours client, et le DRH
que le DG RH que nous avions était très très sensible à ça et a énormément, Gilles Gâteau a énormément travaillé sur ce sujet avec nous et a lancé des tas d'initiatives là-dessus. On a parallèlement aussi, dans mon équipe, beaucoup travaillé aussi sur les budgets qu'on peut donner pour que nos équipes puissent avoir des marges de manœuvre, puisque de plus en plus, le client, vous le savez bien, on ne peut pas le processer à 100%. Vous pouvez peut-être prévoir 50%, 60% de situations qui vont se passer et établir des règles, mais il y a dans énormément de cas, il n'y a plus de règles et il faut que les agents eux-mêmes prennent leur envol et prennent des initiatives. Donc, c'est tout ce travail que l'on fait en ce moment également sur l'empowerment. Là, j'ai mis EPS aussi, parce qu'à l'instar du NPS, on a également un Employee Promoter Score. Voilà. Donc, l'histoire est à continuer, on va continuer à l'écrire. Donc ça, c'était juste pour vous donner disons une idée de ce que nous faisions jusqu'à présent. On a comme ça diffusé auprès de 33 métiers dans notre entreprise, 30 000 collaborateurs. On a eu quelques prix qui nous ont fait du bien. Donc voilà. Alors il y a une chose en fait qu'il faut savoir, c'est que 53% de nos clients sont des clients internationaux. C'est vrai que dans notre nom, il y a le mot France. C'est une entreprise qui est très française, de fait. Mais voilà, si on oublie cette dimension-là, alors on ne l'a jamais vraiment oublié, mais on ne s'est pas toujours posé les questions sur la relation attentionnée, comment ça s'applique sur des populations qui ne sont pas des populations purement françaises. Alors on a des dispositifs classiques, c'est-à-dire qu'on a par exemple une quarantaine d'agents à Charles de Gaulle. Et vous voyez ici toutes les nationalités. Il y a en fait les Coréens, les Indiens, Japonais, Chinois, Brésiliens. Une équipe aussi qui s'occupe de l'Afrique. Alors je sais, c'est réducteur. Hein. Un Camerounais ne ressemble pas je sais pas moi, à un Kényan, c'est clair. Mais bon, il y a quand même des codes à peu près similaires. Et aussi des pays arabes, de langue arabe. Donc voilà un peu toute cette équipe qui est à la disposition, qui sont comment dirais-je, qui sont sur les vols concernés. Par exemple, vous aurez des Coréens sur le Séoul, vous aurez des Japonais sur le Haneda ou le Narita, etc., etc. Donc ils vont en priorité sur ces vols-là, et ils sont appelés dès lors que sur n'importe quel autre vol, il y a une situation un peu difficile d'incompréhension. Donc vous voyez, c'est des, comment dirais-je, c'est vraiment des cultures très très différentes des cultures européennes. Donc on a cette équipe multiculturelle, donc avec des natifs de ces pays-là. C'est comme dans nos centres d'appel. Nos centres d'appel, quand vous avez quelqu'un qui, peut-être à part l'anglais, mais en dehors de l'anglais, toutes les autres langues, c'est parlé sur nos centres de relations clients par des natifs. Hein. Le finnois, ça sera des Finlandais, ce qui n'est pas facile à trouver. Des Grecs, ça sera le grec, ça sera des Grecs, par exemple, etc., etc. On met aussi à bord de nos avions, par exemple, sur le Japon, des hôtesses japonaises. Donc on va chercher ces cultures-là pour nous aider à mieux faire le service à bord et mieux comprendre les interactions de nos clients sur ces vols-là. On met des interprètes également à bord de nos vols sur la Corée, sur la Chine notamment. Donc on a aussi toute une équipe très importante d'interprètes. On a aussi ce que j'appelle des navigants référents, c'est-à-dire des hôtesses et des stews qui ont une appétence en particulier sur une culture. On a des hôtesses et des stews qui adorent voyager sur l'Afrique parce qu'ils adorent cette clientèle. Et donc, ils ne sont pas africains, ou alors ils peuvent aussi avoir des origines africaines, donc il y a un lien entre leurs clients et eux-mêmes, et donc ils sont mis en priorité sur ces vols-là. Si vous aimez le Japon et si vous parlez déjà, vous avez un certain niveau de japonais, eh bien on va aller chercher, on va mettre en priorité des navigants, ce qu'on appelle référents sur le Japon, pareil sur le Brésil, etc. Il faut respecter un certain nombre de critères. Donc vous voyez, on a essayé plutôt de se dire, bon, ces clientèles-là, on va essayer de trouver soit des gens, des Français, qui ont une appétence pour ces cultures-là, soit carrément des gens originaires de ces cultures. Bon, donc ça, c'est le dispositif qu'on peut trouver aussi sur d'autres compagnies aériennes, sauf peut-être au sol. Je crois qu'on est la seule compagnie aérienne à avoir au sol une quarantaine d'agents comme ceux que je vous décris là à Charles de Gaulle. Alors,
voilà, mon propos, il est là, et c'est ça que je veux partager avec vous. Je ne veux pas du tout partager, pardonnez-moi, alors oui, je suis passée à l'anglais, bon, je n'ai pas traduit les slides, le sujet, ce n'est pas les slides, on s'en fiche, c'est vraiment le fond que je voudrais partager avec vous. En fait, je me suis posé la question avec mon équipe qui travaille avec les équipes multiculturelles, et puis mon équipe sur la relation attentionnée, je voulais un peu savoir si, en sens inverse, il y avait des choses dans le service à la française qui pouvaient plaire en particulier aux clients internationaux, étrangers, et d'autres, et des choses qui déplaisaient aux clients internationaux. En fait, on est parti de là, et on s'est dit, dans le fond, finalement, plutôt que de dire, quand tu es avec un Asiatique, remets ta carte de visite ou la carte d'accès à bord avec les 2 mains, en fait, souvent, ils ne se sentent pas à l'aise parce que ce n'est pas authentique. Un Français qui remet avec les 2 mains une carte d'accès à bord, il y en a de moins en moins, mais en tout cas, un support de ce type, c'est un petit peu artificiel. Dans le fond, pourquoi pas mettre l'emphase sur ce qui est apprécié chez les Français, puis de mettre en veilleuse ce qui est moins apprécié. Alors bon, c'est très théorique ce que je vous dis, mais je voulais un peu voir ce qui ressortait d'une étude de ce type. Alors, moi, je vais plutôt m'attarder sur la première partie. L'objectif de l'étude, dans un premier temps, c'était de comprendre ce que je vous dis, quelles sont la partie dans le service à la française qui plaît ou qui plaît moins aux étrangers. Et puis derrière, il y avait là une partie, un focus beaucoup plus sur Air France de notre côté, sur quoi on doit porter l'accent. Mon propos ne va pas être là-dessus parce que ce n'est pas forcément hyper intéressant. Moi, ce que j'ai aimé, c'est... Voilà, ce que je voulais vous... En fait, j'ai envie plutôt de vous parler des valeurs et de ce qui drive une culture. Alors, si on démarre avec les Britanniques, là encore, un Gallois, un Écossais, bon voilà, et un Anglais, c'est extrêmement différent. Je peux vous dire, pour avoir travaillé là-bas 4 ans, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Pour autant, il y a quand même des codes assez communs. Et il y a une valeur qui est très forte chez les Britanniques, qui est le please. Donc, faire plaisir, en quelque sorte. Et les valeurs, c'est, et vous le sentez bien quand même quand vous allez en Grande-Bretagne, ou alors vraiment, moi je serais assez surprise, des valeurs quand même de considération, un sens du service, en tout cas, supérieur. Alors évidemment, si vous allez au Japon, c'est encore plus fort, mais... Disons qu'en Europe, les Britanniques sont plutôt assez bons dans le service. La gentillesse est quelque chose en tout cas dans la relation qui est importante. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont... Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus gentils que les Français. C'est débile ça. Il y a des gens gentils et des gens pas gentils. Mais en tout cas, en termes de valeur portée et dans le service, la gentillesse est quelque chose qui est très important. Je pense que si vous avez des mails avec des Britanniques, c'est « May I kindly ask you ?» Vous ne vous trouverez pas chez les Américains d'ailleurs. Le « kindly » est mis un peu à toutes les sauces, ce qui traduit quelque chose. Et donc, vous n'allez pas essayer d'être trop affirmatif dans ce que vous dites. Vous n'allez pas montrer que vous êtes important. Ce qui ne veut pas dire non plus que ce n'est pas une culture de classe, mais c'est très diffus, on ne le voit pas, c'est hyper subtil. Je les aime bien, donc j'ai tendance un peu... Voilà. Mais c'est quand même une culture assez subtile, incontestablement. Et donc, on ne va pas faire l'important. Et surtout, on ne va pas vous dire non de façon frontale, ce qui m'a joué des tours d'ailleurs dans le management. Et après, le français il va dire « oui, c'est tous des hypocrites ». Non, ils sont élevés comme ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que vous connaissez très bien, je pense, ce qu'un Britannique vous dit, ce que le Britannique vous pense et ce que le Français a compris. Je ne sais pas si vous connaissez, j'aurais dû vous le montrer, c'est assez marrant. Quand il vous dit « it's interesting », en fait, c'est de la daube, ça ne va pas du tout, c'est nul. Ou s'il vous dit « may I suggest », ça veut dire que vraiment, vous n'êtes pas bon et il n'est pas d'accord. Donc, si vous n'avez pas codé tout ça, vous pouvez effectivement passer à côté de beaucoup de choses, donc c'est assez marrant. Mais néanmoins, on voit bien que leurs valeurs portent assez bien le service en général. Chez les Coréens, alors nos amis de centre de relations clients à Air France et chez Bluelink aussi le savent bien, c'est que chez les Coréens, c'est le pali-pali, c'est hurry up, c'est va vite. Et si tu n'as pas résolu le problème en moins d'1 minute, c'est que tu es vraiment idiot et tu es nul.
Donc l'efficacité, la vitesse, la réactivité à tout crin, c'est vraiment, en tout cas, montrer que vous êtes réactif, c'est fondamental. Et donc, il ne faut surtout pas avoir l'air relax, il ne faut pas du tout prendre trop de temps, et il ne faut surtout pas perdre du temps. Donc ça fait partie de leurs valeurs. Et donc, c'est très très dur pour les gens des centres d'appel. C'est très différent de leurs voisins japonais. Au contraire, il faut prendre le temps. Chez les Allemands, c'est try hard, essayer de faire des efforts. La valeur, c'est la patience, je dirais la ténacité, la détermination, c'est l'effort. Et donc, tu n'es jamais satisfait, donc il faut toujours s'améliorer. Tu es toujours dans un processus d'amélioration continue. Et puis, là aussi, être relax ou abandonné avant, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. Chez les Russes, c'est plutôt be strong, sois fort, il faut que tu aies du courage, il faut que tu montres que tu as de la force, de la fiabilité et du courage, et tu ne dois pas montrer tes sentiments, et surtout, tu ne dois pas demander de l'aide, par exemple. On retrouve ça d'ailleurs aussi chez les Japonais. Et chez nous, et c'est là où j'en viens à notre sujet, c'est be perfect. Et la perfection, c'est à la fois quelque chose qui nous tire vers le haut, incontestablement, mais qui peut être aussi, qui peut avoir des pièges très forts. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des grands, comment dirais-je, c'est réducteur. Donc, ne me faites pas dire que là, j'ai fait le tour du monde, des valeurs, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment cette question de la perfection pouvait présenter à la fois des avantages, mais aussi des risques énormes dans la façon dont on fait le service, notamment avec les étrangers. Parce que être parfait, c'est quoi ? C'est être capable de réussir quelque chose, généralement de façon individuelle, donc l'autonomie, qui a aussi ses côtés très positifs, mais en même temps, le collectif, c'est pas non plus notre fort. C'est quelqu'un qui a du succès, quelque part, on cherche tous à avoir du succès, on pense qu'on a raison, mais aussi on veut tous avoir raison. Ça, c'est quelque chose de fort. Et puis, dans cet univers de la perfection, à l'inverse, faire une faute, c'est l'inverse d'avoir raison, donc ça nous met en danger, c'est embêtant. Et donc, ma foi, je ne vais pas prendre de risques parce que je ne veux pas faire de fautes et je ne veux pas faire d'erreurs. Et être naturel, c'est un risque aussi, parce que quelque part, je m'abandonne et je m'éloigne de cette idée de perfection que de toute façon, on n'atteindra jamais. Et puis, il ne faut surtout pas que j'ai l'air puéril ou que j'ai l'air enfantin. Et voyez, tout ce naturel que vous avez chez les Américains, nous-mêmes, on est les premiers à dire ils sont un petit peu puérils dans les réactions. Eh bien, ça on n'en veut pas. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion que quand on pense à notre grand siècle au XVIIIe, et quand vous pensez au film ridicule, vous voyez bien que cette notion du ridicule, chez nous, elle peut aller jusqu'à tuer. On peut mourir du ridicule. Et donc, dans la relation de service, je pense que ça peut aussi poser quelques problèmes. Alors, je vous rassure, tout n'est pas perdu. Enfin, en tout cas, je pense et j'espère. Voilà. Donc, ce que nous a dit cette étude, qu'effectivement, ça peut être une force, mais aussi il y a des pans qu'il faut qu'on y prenne garde. Donc, voilà. Moi, c'est ça que je veux partager avec vous. D'un côté, voyez. Ça peut générer ce culte de la perfection vers un manque de curiosité. Or, le service, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est être curieux de l'autre. Parce que d'un côté, c'est vrai on l'a vu tout à l'heure, on a un héritage extraordinaire. On a un pays, il y a 40 millions sur l'île de France et 80 millions, je crois, sur la France entière de touristes. Donc on a un héritage extraordinaire. Donc on aurait peut-être aussi tendance à penser que on est les gardiens du temple, vous voyez, on n'en bouge pas. Et donc parfois, ça peut tendre vers une absence de curiosité vers l'autre. Vous avez quelques verbatims, ça c'est un gars, un Allemand là, qui parle. Quand on ignore son anglais, donc ça, il l'a super mal vécu. Alors oui, il y a un truc quand même qu'il faut que je vous dise, c'est que dans l'étude, la limite de cette étude, c'est que d'abord on l'a faite très vite. On a un système sur une plateforme digitale pour interroger des clients. En l'occurrence, là, on a sélectionné des clients étrangers, mais en l'occurrence, ces clients sont des clients européens. Donc, vous n'avez pas, ça c'est important que je vous le dise, vous n'avez pas là le feedback de clients, je sais pas, asiatiques ou sud-américains ou nord-américains ou africains. Donc ça, c'est quand même la limite de l'exercice. Mais néanmoins,
Il y a des choses, je pense, qui sont intéressantes à prendre. Et, voilà. Pareil, on essaie, paraît-il, d'avoir toujours une apparence parfaite. Je me souviens, c'est ce que me disaient aussi les Anglais tout le temps, qui disaient que les touristes français étaient toujours bien habillés. Bon, je ne sais pas, mais bon, bref. Et ça aussi, ça peut être perçu comme une source d'exclusion. Et cette impression qu'on juge les gens ou l'autre sur l'habit, sur l'extérieur. Et là encore, pour le service, ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué à assumer. Là aussi, on a aussi des environnements, alors nous on ne s'en rend pas compte, qui selon eux, tous ces Européens nous disent que le fait qu'on a un mode assez hiérarchique encore aujourd'hui, et puis très orienté sur des choses du détail, et d'ailleurs dans une des 5 attitudes d'Air France, il y a avoir le sens du détail. Comme par hasard. Donc pour eux, quelque part, ils se disent, mais moi, comment je rentre là-dedans? Comment j'arrive à interagir avec ces gens dont j'ai du mal à déchiffrer les codes? Et derrière, eh bien, on peut facilement interpréter notre façon de voir les choses avec pas mal d'arrogance. Là, il y a un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est la perception qu'il a eue. Ce client-là, c'est un quoi ça? C'est un Britannique qui dit qu'effectivement, il a essayé d'appeler un hôtel pour avoir une réservation. Il parlait en anglais, il n'a pas eu de réservation. Et en fait, après, il l'a fait en français, il a eu une réservation. Si ça se trouve, entre-temps, il y a eu des places qui se sont libérées, si vous voulez. Mais il l'interprète comme... Évidemment, ces Français, ils sont arrogants. Voilà, on colle derrière très facilement les clichés, tout comme nous, d'ailleurs, on peut le faire en sens inverse. Voilà, donc ce biperfect, il est à la fois, il est lourd, voilà, il est lourd, il est en même temps, il fait aussi, je pense, ce qu'est notre pays. Donc il ne faut pas non plus, moi je ne suis pas là pour dire on est tous nuls, et c'est vrai que je n'aime pas cette façon de toujours se flageller que nous avons. Ce matin, Benoît Méronin parlait de l'éthique du Caire en disant que c'était l'éthique du faire, et je le crois vraiment, et le faire, en France, c'est compliqué. On est plus dans l'idée que dans le faire. Et maintenant, je comprends mieux. C'est parce que quand vous faites, vous prenez des risques. Et vous risquez d'être pas bon, de vous planter, ou voilà, de pas avoir raison. Et puis, voilà. Donc, je pense que ça paralyse pas mal de choses. Et une fois que on a intégré ça, et qu'on se dit, ailleurs, ils se mettent pas ce genre de comment dirais-je, d'impératif, merci Catherine, eh bien je pense qu'on peut faire du service de façon plus légère. Et les 3 axes sur lesquels l'étude disait que les Français devaient travailler, alors nous il y en a un sur lequel on doit travailler plus que sur les autres, mais c'était cette question de l'inclusion. Donc c'est vrai que on est bon en général. Quand on fait bien le service, on le fait bien avec les gens qu'on sent bien en France. Donc souvent avec des cultures françaises ou proches. Et donc les autres cultures, on a un petit peu plus de mal, donc il ne faut pas hésiter. Il faut prêter attention à la façon dont les étrangers nous regardent, dans notre façon d'interagir. Parce qu'on peut donner l'impression d'exclure des clients de façon très, très forte. Et pour cela, je pense qu'il y a une barrière naturelle qui est la langue, l'anglais en particulier, qu'on ne maîtrise pas très très bien, qu'on maîtrise moins bien. Par exemple, pour nous, c'est assez facile de comparer avec les Hollandais, par exemple, de KLM, ils maîtrisent très très bien cette langue. Et donc, quelque part, il ne faut pas se dire, c'est pas parce que je ne maîtrise pas bien. Donc, comme on ne maîtrise pas bien, on ne parle pas, on ne va pas vers l'autre. Donc, vous revenez toujours sur cette histoire d'être parfait, etc. et de ne pas faire de fautes. Eh bien, ce n'est pas grave. Parce que ceux qui, dans la salle, ont travaillé à l'étranger, vous savez très bien que quand vous parlez avec un punaise d'accent français très fort, qui fait rire les Français, mais eux, les étrangers, en particulier les Britanniques, ils adorent ça. Donc on est trop bête de ne pas en user à l'envi, quoi. Et je ne comprends pas, mais on nous dit tellement depuis tout petit, depuis la maternelle, quand on parle mal, quand on ne fait pas bien ceci, quand on ne fait pas bien cela, qu'aujourd'hui, on est, je pense, un petit peu à l'étroit dans nos valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Donc il ne faut pas qu'on hésite, et c'est ça que je voulais aussi partager avec vous, à parler un anglais et c'est ce que nous disons à nos équipes, parce qu'elles
peuvent avoir du mal à aller vers l'autre à cause de ça. Le Go the Extra Mile, c'est quoi? C'est aller au-delà des choses, hein, c'est prendre de l'initiative, c'est le lien avec l'empowerment. Là aussi, on le fait plus facilement avec des cultures qui nous ressemblent parce qu'on se sent plus à l'aise, donc il faut faire attention. En plus, comme on est dans la perfection, on processe beaucoup plus que dans d'autres pays. Et quand on n'est pas dans le process, quand on n'est pas dans le service tel qu'il a été prévu, eh bien, on a tendance à ne pas en sortir, parce que justement, on veut rester parfait. Et bien ça, il faut aussi qu'on arrive à se mettre un peu en danger, un peu en déséquilibre. C'est super important pour faire un service qui tienne la route. Le bipersonnel, on peut être très très bon là-dedans, parce que quand même, dans la relation de one-to-one en France, c'est jamais une relation trop standard. Hein. Vous allez aux États-Unis, vous dites là pour le premier jour qu'est-ce qu'ils sont sympas, le deuxième ils sont formidables, le troisième, et puis au bout d'une semaine vous dites ils me répètent tous la même chose. Donc c'est un peu standardisé. On a chez nos concurrents aussi des gens qui sont assez standardisés dans la relation. Là, on a quelque chose à jouer. Sauf que, encore une fois, il faut qu'on le joue avec tout le monde. Et voilà. Un autre point aussi qui peut être, je l'ai oublié, mais il est important dans le Be Inclusive, c'est le fait que on a aussi un langage du corps en France qui est incroyable et qui peut exclure énormément les autres. Et là aussi, je m'en suis rendu compte en Grande-Bretagne. Le britannique ne bouge pas, hein, à une espèce de... On appelle ça, nous, le flegme. En fait, il est en colère comme les autres, il est une fois de plus, mais il ne le montre pas. Le français, alors c'est pas comme l'italien qui va utiliser les mains, mais le français, il fait des bruits. Et il lève les yeux au ciel, et il hausse les épaules. Tout ça, je m'en suis rendu compte en étant là-bas. Ici, je ne m'en rendais pas compte. Écoutez, un français, il fait autant de bruit... Hein, voilà, et il souffle beaucoup plus en tout cas qu'un anglais, ça c'est indiscutable. Et donc là, il faut faire attention aussi, parce que l'interprétation peut être, il peut y avoir une incompréhension très très forte. Voilà, donc ce message sur la perfection, il est tout simple, je voulais le partager avec vous. Nous, on va essayer en interne de voir comment on l'exploite. Il y a des choses qu'on fait vraiment bien, il y a des choses qu'on ne fait pas assez bien, donc c'est comme partout. Donc on va essayer de travailler sur certains axes, mais je me disais que ça pouvait vous intéresser parce qu'on connaît l'histoire du service avec la servitude, l'histoire. Donc ça, c'est une chose. Donc je voulais pas, vous le savez mieux que moi, je sais plus comment ça s'appelle, le syndrome du laquais et tout ça, le mot servitude, service, etc. Mais cette histoire de la perfection, je l'avais pas réalisée à ce point. En tout cas, moi, elle me parle. Et je me dis que un des plus beaux pays du monde, il mérite bien qu'on se regarde un petit peu et qu'on essaie de changer 2-3 choses. Parce qu'alors là, on va être vraiment les meilleurs, quoi. C'est pas 80 millions, mais il est Emmanuel, mais c'est 160 millions de touristes qu'on va avoir. Donc 80 millions en Île-de-France. Hein ? Voilà. Et puis moi, je suis prêt à te les transporter, il n'y a pas de problème. Chiche. Voilà. Un grand merci pour ce cadeau, Florence, parce que je pense que ça explique beaucoup de choses sur notre incapacité à des fois avoir le comportement de se mettre en relation à l'autre. Être toujours parfait, c'est bien, mais c'est pas toujours facile. Et on a hâte de pouvoir continuer ensemble, Florence, avec la suite sur ce que tu vas en traduire en termes d'action au sein d'Air France, hein, puisqu'on travaille beaucoup ensemble sur un MOOC, mais j'y reviendrai en conclusion, parce que là, j'ai un Charles-Henri qui me répète depuis tout à l'heure, Maryse, t'es en retard, on a 15 minutes de retard, mais on a déjà pris 15 minutes de retard au tout début de la matinée.